La question a défrayé la chronique tout au long de la semaine. On parle, oui, des incidents survenus à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la nuit du dimanche à lundi. Et oui, on parle, c'est vrai, des plus d'une centaine des morts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les mesures qui devront être prises? Et ça remet d'ailleurs en cause la question des conditions incarcérales en République démocratique du Congo. On parle certes des sanctions qui devraient venir et qui sont arrivées d'ailleurs, mais est-ce que ces sanctions suffisent? On va en long et en large débattre ici sur ce plateau de Télé 50. Pour en parler, nous avons des invités, M. Christian Choukourou, qui est cadre de l'UNC, de Vital Caméré. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors, nous avons également des invités, oui. Bien évidemment à mes co-débatteurs de ce soir. Nous avons également parce que nous allons parler République, je crois que nous le ferons avec sérénité et avec amour pour ce pays que nous avons uniquement, l'unique que nous avons. La République démocratique du Congo. Monsieur Sina Konga, analyste politique également, vous êtes aussi porte-parole de Monsieur Stingi Pouloulou. Bonjour et bienvenue à vous. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Et donc, je salue mon autorité morale, Stingi Pouloulou, ainsi que tous les membres de notre parti politique Ligue des serviteurs qui nous suivent en ce moment. Avec votre pince d'avocat, la question ici est au centre des débats entre les questions incarcérales, les magistrats, le ministère de la Justice. On va en parler justement ici sur ce plateau. Nous aurons également M. Jimmy Perouzi comme analyste politique et M. Aristote Ngarimé également qui vont nous rejoindre ici sur ce plateau de Ça fait débat. On va ouvrir d'ailleurs ce débat. La question de la prison centrale de Makala, est-ce qu'il y avait eu tentative d'évasion réellement? Les questions se multiplient autour de ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que la version officielle donnée premièrement par le vice-ministre de la Justice a défrayé la chronique qui a été vite rattrapée le soir, corrigée d'ailleurs par une autre communication. Aujourd'hui, on revient pour aborder cette question. Est-ce qu'il y a eu tentative d'évasion au sein de la prison centrale de Makala? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que le flou persiste. Oui, madame, vous savez que pour être logique, moi je m'en tiens à la version du titulaire du ministère, le ministre de la Justice, qui parle d'un sabotage. Moi, j'aimerais bien aborder la question sur le plan politique parce que je vois qu'il y a des éminents juristes. Je ne suis pas vraiment spécialiste à la matière. Mais, madame, vous savez, la justice de notre pays, elle est ce qu'elle est. Depuis tout le président que nous avions connu dans cette République, tous ont décrié cette justice. Malheureusement, il n'y a aucune solution à cette problématique que j'estime être les centres même, l'élément déclencheur du développement de ces pays. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas résolu ce problème, nous demeurerons dans ces cercles vicieux. Je discutais avec quelqu'un et j'étais en train de lui dire que ce pays est dirigé par un monstre. Par nos dirigeants, je vais vous étonner. Et ce monstre a 3 têtes, lui disais-je. Une tête est assise notamment sur le pouvoir judiciaire, une autre assise sur la politique elle-même et une autre sur l'économie. Voilà pourquoi, depuis des années, ceux qui sont censés porter la cure de jouvence à cette problématique que je considère comme moteur des développements de ces pays, se plaignent comme tout le monde, comme tout citoyen lambda. Ça pose problème.
Quand on a mis en place le gouvernement Judith Souminois, dans les recommandations que je faisais sur votre plateau, je disais qu'il fallait que le gouvernement nous arrête trop de Français des conseils des ministres, mais qu'il s'attaque au point névralgique, au point sensible. Il n'y a pas de développement de ces pays sans cette justice. Et donc, il y a un système qui a pris en otage le pouvoir judiciaire parce qu'ils savent qu'une fois qu'il y a déclenchement à ce niveau, les choses bougeront de soi. Mais malheureusement, cette mafia semble être puissante plus que quiconque veut apporter des changements. Donc, on se poserait la question... Vous soutenez que ça est un sabotage, regardez... Je m'en tiens à la version officielle. Imaginez-vous la même nuit. La version même officielle, nuit. il y en a eu combien? On a vu le ministre de l'Intérieur réagir sur ce dossier. La première ministre est descendue également. On a vu le porte-parole du gouvernement également qui a parlé de la situation sous contrôle. On a vu le vice-ministre de la Justice qui a évoqué la question des magistrats qui incarcéraient des personnes qui ne pouvaient pas l'être. Et au finish, la dernière d'ailleurs qui est venue, après toutes ces réactions, c'est la réaction du ministre d'État en charge de la Justice qui a évoqué le sabotage finalement. Il y a eu tentative d'évasion, il y a eu sabotage. On ne sait pas dire exactement. Madame, c'est normal, quand il y a mort d'homme, on nous a parlé des 129, mais la seule déclaration qui m'a fait rire, c'est celle d'une vice-ministre de la Justice, normalement dans un pays normal, parce qu'il s'agit de la mort de nos compatriotes, ils ne devraient plus être là. C'est malheureux. On ne peut pas mentir à ce niveau de responsabilité. Voyez-vous l'écart qu'il y a entre 2 et 129 officiellement? Là où on parle de vie de nos concitoyens. Madame, la même nuit, il y a évasion. La même nuit, on nous apprend qu'il y aurait des substances. On a dit tentative d'évasion, ils n'ont pas dit qu'il y a eu des évasions. Oui, tout ce que vous voulez. Mais la même nuit, curieusement, on nous parle de substances nocives par accès au bureau du ministre de la Justice. J'apprends que la police scientifique aurait posé des actes et confirmé effectivement qu'il y a eu des substances toxiques. Vous pensez que c'est un hasard? Non, la vérité, c'est que il y a une mafia qui s'est instaurée en pouvoir public dans ces pays. C'est la raison pour laquelle, madame, je peux être dans l'opposition. Je promets tout ce que je peux promettre au peuple. J'ai toute la volonté possible. Mais une fois ces pouvoirs, je deviens une autre personne. Monsieur Jimmy Perosi, analyste politique également, vous venez de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Voilà, et vous aurez... Salut aux éminents co-débatteurs. Voilà, on aura le temps de vous accorder la parole. Je reviens d'abord à monsieur Sina Konga. C'est vrai, on peut évoquer les questions politiques ou encore les ramifications politiques qu'il peut y avoir dans ce dossier. On en viendra d'ailleurs. On revient sur le fait. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut confirmer que les conditions incarcérales sont inhumaines à la prison centrale de Makala? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment expliquer de tentatives d'évasion à sabotage? Comment évoquer cela? En fait, en tout cas, c'est une façon de voir de chacun d'autre. Mais lorsqu'on a quand même un sens de responsabilité, où on assume une certaine fonction,
Cela demande à ce qu'il y ait beaucoup de réflexion quand il faut parler. La question de la prison de Makala, ça ne commence pas aujourd'hui. Même à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, avec Némouana Ntsemi, ça a été le cas. Mais gouverner, c'est prévoir. Il y a continuité de pouvoir. Vous avez vu, avec Némouana Ntsemi, tout ce qui s'est passé, avec le régime, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi ne pas renforcer la sécurité à Makala? À Makala, c'est un problème, premièrement, de sécurité. Je suis professionnel. Mais quand vous entrez à Makala, si vous avez 10 000 francs, 100 pièces d'identité, vous allez entrer à l'intérieur. Il n'y a pas de sécurité à Makala. Et donc, il faut renforcer cette sécurité. Généralement, lorsqu'il y a évasion, ça arrive toujours lorsque les gens qui sont en interne, incarcérés, en fait, se sont fatigués peut-être des conditions avec lesquelles ils vivent. Souvenez-vous, l'honorable Ntingi Pouloulou avait déjà alerté qu'il y a cela 4 jours à Makala, il n'y a pas du courant. 4 jours. C'était le 4e jour qu'il y a eu évasion. Comment pouvons-nous concevoir cette situation où, dans une grande prison comme Makala, et que 4 jours faisant, il n'y a pas d'électricité? Remettre la responsabilité sur le dos des magistrats, c'est quand même pas responsable. Le magistrat, si vous lisez l'article 27 du Code de procédure pénale, il est dit que le magistrat, lorsqu'il y a quelqu'un qui se présente devant lui et qui aurait commis une infraction, si la personne en question commet une infraction qui va au-delà de 6 mois, et que le magistrat estime qu'il y a un indice de culpabilité, le magistrat peut le mettre en détention Préventive. Ce n'est pas au parquet de construire des prisons. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de rapport en disant que, comme il y a eu évasion, la faute au magistrat. Ça n'a pas de sens. Est-ce que les magistrats qui ont détourné 5 millions avec l'ancien vice-ministre de la Justice, pour l'argent qui était alloué pour construire une nouvelle prison, est-ce que ce sont des magistrats qui ont détourné cet argent-là? Non. Arrêtons quand même de vilipender ces gens-là. Oui, certes, il y a ceux-là qui sont dans des mauvaises pratiques, mais il y a aussi des magistrats immaculés, des magistrats qui ont des bonnes moralités. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Pourquoi nous le disons? Parce qu'avec la sortie médiatique du vice-ministre de la Justice, mais aussi du ministre d'État, Constant Moutamba, lorsque tous les deux disent toujours qu'il y a, c'est le magistrat. Mais, madame, lorsqu'on parle d'une prison, l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire, en son article 10, a défini quelles sont des personnes qui peuvent se retrouver à Makala. Ce ne sont que des condamnés. Lorsque quelqu'un, puis pas des simples condamnés, la loi va plus en disant que des simples condamnés dont le jugement est coulé en force des choses et jugé. Ça veut dire un jugement définitif où il n'y a plus voie de recours. En ce moment-là, ces gens-là, en fait de l'article 10 de cette ordonnance, ces gens-là seront emmenés dans une prison. Alors tout le reste, quand on parle de la présomption, et plutôt de la détention préventive, cette question est réglée à l'article 9 de la même ordonnance, qui liste maintenant ceux qui peuvent se retrouver dans des maisons qu'on appelle des maisons d'arrêt. Parce qu'il y a une différence entre maison d'arrêt et la prison. La prison est faite pour des condamnés et des condamnés définitifs. Mais quand vous allez même dans les maisons d'arrêt en question, les conditions sont toujours inhumaines. Il n'y a pas qu'à Makala. Je vous l'ai dit, non. Il n'y a même pas de maisons. Les maisons d'arrêt, moi je ne trouve même pas. Ce sont des petits amigos là. Ce sont des petits, parce que quelqu'un en détention peut faire même 1 mois, 45 jours. Amigo au parquet peut-être ne le fera pas. Des maisons d'arrêt, ça veut dire vous construisez des bâtiments, mais seulement vous le qualifiez de maisons d'arrêt, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas encore condamnés définitivement, et ces gens-là peuvent être placés là-bas. Mais ceux qui sont condamnés définitivement peuvent se placer à Makala. Ça, c'est 1. 2. Cette prison de Makala a été construite pour combien de personnes? 1500. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 détenus là-bas. Des condamnés. Des mineurs à Makala.
ceux-là qui sont détenus provisoirement, tous se retrouvent à Makala. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment accepter cette situation? Au moment où tous ces gens-là se retrouvent à Makala, et le ministre, qu'est-ce qu'il dit? Désengorgement des prisons, oui, mais il ne faut pas favoriser l'impunité. À chaque fois que le magistrat... L'impunité plutôt. À chaque fois que le magistrat aura devant lui quelqu'un qui commet une infraction, qui va au-delà de 6 mois, et que le magistrat estime que par rapport au traitement du dossier, il y a un indice sérieux de culpabilité, le magistrat mettra toujours ce dernier en détention préventive. S'il ne le fait pas, il aura exécuté un ordre manifestement illégal que la Constitution refuse. Monsieur Jimmy Perosi, là, les incidents survenus aujourd'hui, remets cette question sur la table, mais disons-le, une prison qui a été construite pour 1500 personnes. Nous allons jusqu'à 10 000. Est-ce que le gouvernement n'a pas vu venir ce débordement? Pourquoi cette lenteur? Où sont partis les frais qui seraient alloués pour la construction d'une nouvelle prison? J'espère que ça devrait être une priorité. Merci beaucoup, madame. Et je suis heureux effectivement d'être associé à cette réflexion. Je pense que la problématique de la politique carcérale revient à grands pas sur la place publique. Et c'est une problématique qui a toujours été soulevée et n'a jamais reçu une certaine solution globale. Chacun veut y aller avec des mini-solutions. Et on a vu effectivement avec les discours du ministre de la Justice, c'est en fait des formes de correction des effets qu'il est en train de faire, au lieu de poser la question de façon globale. La question de la prison centrale, ce ne sont pas des histoires où vous amenez des matelas et vous vous arrêtez là. Ce ne sont pas des histoires où vous commencez à taper sur les magistrats et vous vous arrêtez là. Non, c'est une question qui doit être posée dans la globalité. Et dans la globalité, c'est quelle question? Et pas seulement dans la ville de Kinshasa, parce qu'on n'a pas vu des cas d'évasion seulement dans la ville de Kinshasa. Je vous rappelle que l'année 2022, il y a eu un cas flagrant d'évasion massive dans la ville de Butembo avec les ADF qui sont arrivés dans une prison et ils ont fait s'évader plusieurs centaines de détenus. Et dans la ville de Beni, même chose, toujours l'histoire des ADF. Donc ça soulève plusieurs questions à la fois. La question de la sécurisation des maisons carcérales, la question aussi de la réforme même de notre système judiciaire. Parce que quand vous analysez à fond notre système judiciaire, c'est comme si en fait les principes même de la liberté, de l'exception de la détention est devenu la règle. Donc, de façon systématique, on a déjà inversé la question. Il y a besoin de réformer notre système judiciaire. Notre système judiciaire, c'est un système aussi qui a été mimé sur la politique belge, en fait, les droits pénitentiaires belges. Et on a pris des dispositions, on en a oublié d'autres. Par exemple, dans le système belge, qui est le système source, quand on parle du parquet, ce n'est pas la même configuration. Au sein du parquet, il y a les juges d'instruction, il y a aussi les juges de liberté. Et ces notions-là sont confondues pour les droits congolais simplement au procureur de la République. Et donc le procureur de la République devient aussi même le juge même de la liberté alors que c'est lui qui arrête. Et du coup, ça dysfonctionne complètement. Il y a besoin de réformer aussi le système judiciaire sur le plan législatif. Il y a aussi besoin d'aborder, on a parlé ici des 5 millions qui sont investis. Il faut investir dans la construction, l'érection de nouvelles prisons. Parce que la question est mal posée. On dit non, la prison regorge plus de 15 000 personnes. Nous disons, oui, c'est un constat. Elle aurait dû en regorger juste 1500 selon l'état de la Constitution. Oui. Et vous pensez, logiquement, que c'est en appliquant juste des mesures de libération
conditionnelle que vous allez la désengorger. C'est totalement ridicule comme pensée. En fait, il faut aborder la question de façon holistique. Non pas se limiter juste à des petits effets. La conséquence, c'est quoi? C'est que le ministre est en train de penser que lorsqu'il a libéré 500, les parquets ne va plus envoyer d'autres personnes. C'est simplement insensé. Parce qu'en réalité, le parquet continue à exercer sa mission et continue aussi à envoyer les gens là où ils doivent être arrêtés. Il n'y a pas aussi des maisons d'arrêt. C'est-à-dire, le procureur de la République, quand il prend son mandat d'arrêt provisoire, bon, si on dit qu'il ne doit plus envoyer quelqu'un à la prison centrale, il l'envoie où? Il l'envoie à l'Amigo, ou à la limite, c'est juste 15-20 personnes qui doivent être là-bas. Non, c'est en fait, lorsqu'on pose mal les problèmes, la conséquence, c'est que les solutions deviennent complètement érodées et inefficaces dans la réalité. Mais est-ce que le nombre interdit les bonnes conditions carcérales? Parce que les images que nous avons vues, ce ne sont pas des personnes comme nous qui peuvent résider dans ces conditions-là. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux, c'est vrai qu'officiellement on est en train de dire que ce n'est pas vrai, ce sont d'autres images, mais ces images incarcérales ont même été dénoncées bien avant par un des journalistes, un des confrères, Stanis Boujakera, qui était incarcéré lui aussi, qui a soulevé cette question bien avant, pour dire que les conditions sont inhumaines. Est-ce que pour mettre les gens dans les bonnes conditions, c'est aussi un problème? En fait, la question ne doit pas se poser comme ça. C'est trop simpliste de le dire. Aujourd'hui, il y a 15 000 personnes. Ça va? On ne va pas les envoyer. On n'a nulle part où les envoyer tout de suite là. La question qui doit être posée, c'est comment on gère, c'est vrai, tout de suite là, quelles sont les solutions palliatives qu'on peut faire. Et ces solutions-là, je viens de vous montrer qu'elles ne sont pas efficaces. En fait, elles ne peuvent pas résorber les nombres qu'il y a là, parce que la première condition, c'est la surpopulation carcérale. Et la surpopulation carcérale, ça ne peut se résoudre qu'en construisant de nouvelles prisons. Quand on parle maintenant des conditions de vie, c'est vrai, il y a des conditions de vie liées à la restauration, il y a aussi des conditions de vie liées à l'environnement dans lequel ils doivent dormir, ils doivent l'aération des espaces là-bas. Tout ça, on ne peut pas résoudre malheureusement tout de suite là. Il faut être réaliste. C'est pourquoi moi j'estime, nous avons toujours un problème dans ces pays, c'est de la procrastination en fait. On reporte toujours au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et ça c'est un sérieux problème. La question est sur la table. Les conditions carcérales sont exécrables dans ces pays. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la situation comme ça ou on met en place un plan holistique qui prend en compte l'ensemble des préoccupations. Et on se fixe des délais. 5 à 10 ans, on aura déjà adapté notre système carcéral. Mais si on ne fait rien tout de suite là, mais si on reste avec des politiques là du ministre de la Justice qui pense qu'en signant juste des permis de libération conditionnelle, tout est réglé, alors là, on reste dans les surplaces. Il faut une politique globale, holistique, carcérale qui tienne en compte tous les paramètres des besoins des prisonniers et de la politique elle-même judiciaire qui doivent tous être réformés. Monsieur Aristote Ngarimé, vous êtes communicateur du Front commun pour le Congo. On évoque justement cette question. Aujourd'hui, on revient encore, c'est vrai qu'on a parlé des évasions, mais cette fois-ci, on parle de tentative d'évasion. On est encore dans la tentative. Officiellement, on a dit qu'il n'y a pas eu d'évasion. On se pose la question de ce... En fait, la question qui taraude les esprits, c'est est-ce pour avoir commis un crime qu'on mérite de vivre dans des conditions pareilles? Est-ce que les prisonniers ou encore les incarcérés sont moins congolais que les Congolais qui circulent en dehors de la prison? Merci madame pour cette question. Je viens d'arriver, je m'en excuse pour le retard. Je ne reviendrai pas de ce qui a été dit ici. Aristote Ngarimé est secrétaire national adjoint du PPRD, chargé de la communication et médias. Exact.
Voilà, d'abord c'est ça, communicateur du PPRD, communicateur du FCC, oui, mais je suis secrétaire national du PPRD. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ici, ce qui a été révélé ici. Je crois qu'un invité a déjà rappelé ici que la prison a été érigée en 1958 pour une capacité d'accueil de 1500 personnes. À l'époque, la démographie de l'époque répondait à un chiffre de 250 000 habitants dans la ville de Kinshasa. C'était normal. Donc la capacité d'accueil de cette prison Makala répondait à la démographie de l'époque. Les 1958. Voilà, mais aujourd'hui, madame, vous le savez que la ville de Kinshasa compte plus de 17 000 âmes. Donc, 17 millions d'âmes. Donc, cette prison ne correspond plus à la démographie actuelle. Donc, la prison a été érigée conformément à la démographie de l'époque. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, il y a la démographie galopante, il y a la croissance. Nous devons en effet, naturellement, revoir cette prison. Revoir en effet. Donc il n'y a pas de solution, il y a faillite à ce niveau-là. Avec la démographie actuelle, on ne peut pas avoir une telle prison. Donc l'État doit faire un effort, soit de créer de nouvelles prisons. C'est ça d'abord la solution. Il n'y a pas un miracle là-dessus. Il faut créer de nouvelles prisons, soit à Kinshasa, à l'intérieur et partout ailleurs, pour voir comment est-ce que mettre le détenu. Donc là, il n'y a pas de débat. Je suis d'accord. Mais je reviens dans le fond de la question, madame. Je suis chargé ici par mon parti, par le FCC comme plateforme, pour porter la voix de notre regroupement politique. Je pense que vous avez lu notre communiqué qui a été signé par le camarade Raymond Chibanda. Madame, ce qui s'est passé à Makala, c'est très grave. Partant d'un principe qui dit la sacralité de la vie humaine. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas banaliser la vie humaine à ce point. Ce que nous avons vu à Makala, c'est extrêmement grave, c'est choquant. On a banalisé la vie humaine. Donc le principe, la conscience qui instaure que la vie humaine est sacrée, mais ce que nous avions vu à Makala sous le régime de M. Tshisekedi, c'est extrêmement grave, maman. Là, ce n'est pas à Rutshuru, là, ce n'est pas à Kanyabayonga, là, ce n'est pas, je ne sais pas dans quel coin, mais ça, dans la capitale, madame. On a tué plus de 500 personnes. À Makala, c'est extrêmement grave. Le bilan officiel parle de 129 morts. J'ai fait mes recherches. Parmi les 10 prisons les plus infernales du monde, j'ai fait mes recherches. Jamais on a déjà tué comme on a tué à Makala. Plus de 400 personnes, plus de 500 personnes tuées comme ça. Tantôt, un ministre qui avance un chiffre de 2 morts, un autre vient pour dire c'est 129 morts. Donc, au sommet de l'État, il y a déjà contradiction en termes de chiffres. Madame, nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2024. Aucune démission. Comment pourriez-vous comprendre, dans un état sérieux, face à ce qui s'est passé à Makala, il faut d'abord qu'il y ait des démissions, madame. Ça, c'est la vie humaine. Mais le ministre d'État a annoncé les arrestations, notamment les responsables de la prison centrale de Makala. C'est lui qui doit d'abord démissionner. C'est le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, un certain Mbemba. Ce monsieur doit démissionner. Nous sommes le 6 septembre 2024 et ce monsieur est encore en fonction alors qu'il a menti à la République. Il a menti à la nation qui a été démort. Tout de suite contredit par son collègue. Donc un tel monsieur, il n'a pas d'éthique. Un tel monsieur ne peut pas rester au sommet de l'État. Il doit démissionner. Maintenant, il n'est pas démissionné, protégé par ce régime. Raison pour laquelle nous avons compris que ce qui s'est passé, c'est ce régime qui est responsable. Mais c'est parce que ce régime n'a pas une bonne politique pour en effet protéger ceux qui sont là. Ils sont là sous la responsabilité de l'État. Aristote Ngarime, disons-le clairement. Est-ce que le nombre d'incarcérés, c'est seulement avec le régime de Félix Tshisekedi? Ça va un peu plus loin. Est-ce qu'il y a eu une vision de projection? Si on parle aujourd'hui de la construction de la prison centrale d'une nouvelle prison qui était dans le programme, c'était justement parce que il y a eu un constat qui a été fait. Mais sur le plan prévisionnel, ça aurait dû être fait en amont, il y a longtemps, avec le ministère de l'Aménagement du Territoire ou encore le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ce sont les vrais, réels problèmes qui devraient être vus et considéré depuis belle lurette. Ça a traîné. Et donc, il n'y a pas que le gouvernement actuel. Mais là, il y a eu mort d'homme, madame. On parle de plus de centaines. Il y a eu aussi du temps de Kungubila.
qui s'appelait comment encore Nemonda Semi a fui. Il s'est évadé. Il y avait combien de morts? 0 mort. Nemonda Semi s'est évadé de la prison Makala. Il y a eu 0 mort. Mais sous Félix Tshisekedi, il y a eu plus de centaines de morts. On parle de... Madame, il y a des chiffres que nous avons, ça nous fait mal au cœur. Plus de 400 personnes, plus de 500 personnes. Donc, c'est extrêmement grave. Je suis d'accord. Il faut qu'on puisse créer de nouvelles prisons. Là, il n'y a pas de débat. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui s'est passé à Makala, madame, c'est un crime, c'est un carnage. On a tué à bout portant les Congolais. J'ai des frères à Makala. Je ne sais pas si vous en avez aussi. Moi, j'ai des amis à Makala. Mais on a tué à bout portant. Et sous le régime de l'état de droit de M. Félix Tshisekedi, là, nous devons condamner. Nous avions condamné. Créer des prisons, oui, nous sommes d'accord. Kabila, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a laissé plus de 4000 détenus à Makala. Kabila quitte le pouvoir, il laisse plus de 4000 détenus à Makala. Certes, c'est trop, mais 4000 détenus. Félix Tshisekedi arrive, 6 ans après, 15 000 détenus. Allez-y comprendre. Et vous n'arrivez pas à bien gérer ces gens. Ces gens-là sont pris en charge par l'État. Ils ne sont pas là par leur désir. Non, c'est l'État qui les a arrêtés. Il a dit, vous allez rester ici. On appelle ça la prison. Restez ici. Mais c'est sous les régimes de Tshisekedi, madame. Vous voulez d'abord parler de conditions carcérales, de la prison. Parlez d'abord de ces crimes, de ces carnages qui s'est passé à Makala. Madame, j'ai des vidéos, je vais vous envoyer. Vous n'avez pas dormi? Je dis, on a banalisé la vie humaine. Est-ce que ça, c'est sous les régimes de M. Tshisekedi? Là, ce ne sont pas les Rwandais qui ont tué. Là, ce ne sont pas les Ougandais qui ont tué. Là, ce n'est pas les Burundais qui ont tué. C'est des Congolais qui tuent un autre Congolais. Avec armes et munitions que nous payons à ces gens. Donc, madame, ici, retenez le message que je porte de ma famille politique. Le responsable de ce qui s'est passé à Makala s'appelle le régime de M. Tshisekedi. Ce régime est comptable et responsable de ce qui s'est passé. Cela doit être acté et cela doit être dans nos annales. Que sous le régime de M. Tshisekedi, il y a eu plus de morts dans la prison centrale de Makala. Et il faut condamner. Monsieur Chokoro, parlons-en justement de cette question de sabotage. Aujourd'hui, pouvons-nous conclure que réellement, il y a une crise qui s'installe entre le ministère de la Justice et les magistrats? Madame, loin de me faire des choux gras sur la mort de mes compatriotes, j'ai compati avec les familles des victimes. Ceux qui se glorifient qu'ils ont laissé 4000 prisonniers ici devraient être rappelés qu'en 2017, il y a eu évasion de plus de 5000 prisonniers. On s'est compris des criminels. Et on s'en glorifie ici. Personne ne peut être content de ce qui s'est passé à Makala. Mais les problèmes des fonds demeurent. Depuis des décennies, on décrit cette situation. Quelqu'un a parlé de la sécurisation des maisons carcérales. L'autre a insisté sur la réforme du système judiciaire. L'autre a parlé de l'investissement dans les infrastructures pénitentiaires. Oui. Mais tous nos gouvernements qui sont passés, ne savaient-ils pas que l'épine dorsale de tout développement passe par la justice? À part le compte-rendu des conseils des ministres qui nous pondent chaque jour. Mais curieusement, la problématique demeure la même. Pourquoi on ne s'occupe pas vraiment de cette question alors que c'est ça la base même la Bible est claire là-dessus, que c'est la justice qui élève une nation. Quand on parle du détournement, revenons. On n'a pas vu le gouvernement, moins encore, vous, les acteurs politiques, bondir sur cette question. Parce que ce détournement-là ne permet pas justement la construction d'une nouvelle prison. Alors qu'il y a tout un projet qui est là-dessus. Aujourd'hui, on ne sait pas dire où seraient passés les fonds, s'il y en a eu d'ailleurs. On sait le confirmer ici. S'il y a eu des fonds qui ont été débloqués, où sont passés ces fonds? Qui ont détourné? Où sont-ils? Si déjà, il y a de ceux qui devaient construire la prison pour incarcérer des gens, sont déjà des personnes incarcérées. Oui. C'est un problème. Oui, madame, je reviens sur votre question. Parce que c'est ça les fonds même
du problème. Sous Ilukamba, 5 millions de dollars avaient été déboursés pour justement cette quête-là. Nous décrions chaque jour. Ceux qui détournent des millions sont dehors. Ceux qui sont morts à Makala, vous allez voir, c'est un petit Koulouna affamé. Exactement. Et le vrai qui pille ne sont pas là. Vous pensez que c'est l'effet du hasard? C'est ces monstres-là dont je vous parle. Qui veut que les détourneurs de millions, même sous Kabila, on a détourné des millions, on n'a jamais su où sont passés ces détourneurs. Ça continue. Même sous Mobutu, même sous Félix Tshisekedi, je le dis ici. Sérieusement. Donc ne nous donnez pas des leçons ici. Le problème est réel, madame. Le problème est réel. Lorsque vous entendez les défilés des autorités du pouvoir judiciaire, les défilés médiatiques, voulais-je dire, vous entendez le ministre de la Justice, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est eux qui sont censés nous apporter des solutions. Parce que l'article 149, évidemment, consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'exécutif et même du pouvoir législatif. Mais à côté du fait que le ministre a le rôle, justement, de gérer l'administration du pouvoir de la justice, ils doivent se compléter parce que le problème est réel. Le problème est réel. Est-ce qu'il faut nous cramponner sur le texte existant ou pousser des réflexions plus loin par rapport à la situation que nous vivons? On évoque une population de plus de 10 millions pour Kinshasa, pour ne pas parler de la République tout entière, 100 millions. Mais avec une prison qui a été faite pour... Donc, les choses ont évolué. La loi Minakou, c'était justement par rapport à toutes ces réformes-là. Mais vous, les politiques également, vous avez pris la question sur ce volet politique et avez combattu cette loi. Non, je crois que cette question revient... Le ministre d'État, revient encore sur les propositions qui ont été dites dans la loi Minakou. Et elle est d'actualité, mais au-delà de ça, vous sentez qu'il y a un réel combat entre le pouvoir judiciaire. Parce que j'ai comme l'impression que le jeune Moutamba commence à toucher au point qui fâche. Ça, on ne le dit pas assez. Ça, on ne le dit pas assez. Il y a un monstre qui veut que ceux qui détournent de millions soient dehors et que ceux qui ont manqué à manger et qui sont allés, je ne justifie pas le mal ici, soient là. Allez me montrer dans le victime quelqu'un qui a détourné 5 millions. Il n'y a pas. Il y a un problème. Pourquoi ? Le ministre se trouve seul malheureusement dans ces combats. Je ne le connais pas. C'est mon jeune frère. C'est mon collègue de classe. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai débat, à côté de tout ce qui a été épinglé ici, le vrai débat, c'est comment faire pour combattre le mal dans lequel nous sommes depuis des décennies. L'injustice, l'impunité. Dans le cas échéant, dans les cas-ci, avec tout ce qui s'est passé justement à la prison centrale de Makala, qui doivent être punis dans ce cas-ci? Ceux qui doivent être punis, moi je pense que c'est le responsable pénitentiaire. Doivent répondre. Dans un pays normal, on ne peut pas assister à un tel scénario. Le vice-ministre doit quitter le gouvernement, il doit être radié, il doit être révoqué. On ne se permet pas, parce qu'on a besoin d'être vu à la télé, venir raconter des histoires. Non, il faut avoir quand même la notion du respect de la vie humaine. Ici, nous ne devons pas politiser ce qui s'est fait, parce que le problème est réel. Nous l'avions hérité depuis 60. La prison de Makala, je crois que
Et là, il a été construite il y a plus de 4 décennies. Mais ce n'est pas normal. Mais lorsqu'on parle de flou, le flou continue à persister parce que de lundi, aujourd'hui, nous sommes à vendredi. Ça veut dire près d'une semaine qui s'est écoulée. On ne sait pas nous dire les familles qui ont les leurs qui sont dans la prison. On ne sait pas leur dire qui est là, qui a disparu, qui est décédé. Madame, je crois que c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant pour identifier les corps. Mais par-dessus tout cela, je crois que il ne devrait pas y avoir une guerre entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Chacun a ses compétences, mais tous vont vers un objectif, l'administration, la bonne justice dans ce pays. Les conflits qui deviennent pratiquement visibles même par un enfant de 5 ans inquiètent, exacerbent même cette problématique. Mais les magistrats sont aussi en droit de dire, Monsieur Konga, les magistrats aussi sont en droit de dire. Moi, je crois que l'exécutif, le ministre d'État, on les accuse pour rien. Le ministre d'État et le pouvoir judiciaire devraient se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur les questions évoquées ici sur ce plateau et d'autres dont on n'a pas touché, pour nous amener à la solution. Aujourd'hui, la solution, l'objectif final, c'est que l'impunité prenne fin. Mais lorsqu'on commence à pointer du doigt, est-ce que ce ne sont pas des procès d'intention? Lorsqu'on veut réguler les choses, faire revenir les choses dans la normale, où on parle par exemple des incidents survenus à la prison centrale de Makala, et la question des magistrats surgit. Merci beaucoup, madame. Est-ce que ce ne sont pas ces points-là, justement, en fait, qui fait fâcher aussi les magistrats un tout petit peu? Oui, je veux rebondir juste un peu. Lorsque mon compatriote du PPRD, M. Aristote, dit qu'il jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démission. Mais je pose la question, à l'époque du régime passé, quand il y a eu évasion, est-ce qu'il y avait des démissions? Est-ce que puisqu'il n'y a pas eu de démissions, il ne faudrait pas qu'il y ait des démissions? Non, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas copier ce qui est mal. Vous ne pouvez pas. Non. Vous ne pouvez pas être donneur de leçons sur des choses que vous-même, vous n'avez pas fait. Et puis, vous intensifiez quand vous... Non. Il faut quand même être modéré. Et puis, mais quand vous intensifiez, c'est comme si vous, à l'époque, lorsqu'il y avait eu évasion, il y avait des démissions, il y avait des sanctions. La seule différence entre le régime de l'ancien président Kabila et le régime du président Tshisekedi, c'est que dans l'ancien régime, on ne dénonçait même pas. Il n'y avait rien. Alors qu'il y avait des détournements terribles. Mais à l'époque de Tshisekedi, détournements, il y en a, oui, mais on dénonce quand même. Oui, c'est ça. C'est déjà un pas. Lorsqu'on a dénoncé, et c'est à la justice de faire maintenant son travail. Parce que lorsqu'il dit que nous sommes dans un état de droit veut dire réaction. Parce que le président ou soit les autorités ne peuvent pas être maîtres de comportement de tous les Congolais. Ça veut dire état de droit, tout le monde est soumis au texte de droit. Et donc, quand vous commettez une faute, que l'on vous sanctionne. Donc, en fait, l'état de droit veut dire réaction. L'état de droit ne veut pas dire que rien ne va se faire. Non, des choses vont se faire, mais quelle serait la réaction? Les frais loués à la construction de d'une prison. Oui, c'est comme ça que nous disons, non? C'est comme ça que nous disons. Nous en sommes encore au point. Nous, dans le cadre du parti politique Ligue des Serviteurs, parti cher à l'honorable Tingui Pouloulou, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toutes les familles, au nom et pour le compte de mon parti politique. Premièrement, ce que nous n'avons pas fait avant. Et deuxièmement, la question est simple, madame. J'ai eu la chance, la grâce d'être aux côtés d'un physicien. Vous savez, lorsque vous prenez un récipient et qu'on interne, les éléments sont débordés. Et lorsque vous essayez de fermer avec le bouchon, laissez-le. Ça va exploser. Ça va exploser. C'est ça. J'ai eu quand même cette chance d'être aux côtés d'un physicien. Donc ici, la question est simple. La solution, c'est de construire des maisons d'arrêt et des prisons
On peut même construire des prisons par district. Ici à Kinshasa, comme venait de dire quelqu'un. Il y a ici maintenant, nous avons plus de 15 millions de Congolais. Monsieur Konga, la prison, c'est bien beau de dire construire la prison. Ça. On revient encore sur cette question des détournements. Apparemment, quand il y a un projet, mais justement, et ça on dirait comme Ishida. Justement, créer les bino projets, créer les bino Shida en même temps. Nous les disons, on le dit en français, mais en arrière-plan, on réfléchit déjà comment on va avoir cet argent-là, comment on va détourner, comment on va. Nous le disons. Le mal maintenant, c'est ça. Nous le disons pourquoi. Même si cela a été fait, nous devons avancer. Ce qui se passe au Congo, comme je le dis, en vertu de l'ordonnance que je venais de citer, de 1965, qui dit ceci, que la prison est faite pour des condamnés. Nous devons d'abord commencer par respecter ça. Mettons à la prison de Makala des personnes qui sont condamnées définitivement. Et aux côtés des OPJ et du parquet, parce qu'il ne faut pas exclure aussi les OPJ. Les OPJ aussi arrêtent. Et lorsque les OPJ arrêtent, généralement, les magistrats congolais, en fait, la question c'est quoi? Le magistrat a pour mission la recherche des infractions. Lorsqu'il recherche des infractions, imaginez qu'il recherche un magistrat recherche, il a 20 auteurs d'infractions. L'autre, vous avez combien de magistrats? Leur rôle, c'est de rechercher des infractions. Généralement, dans la pratique, nos magistrats ne le font pas. Mais maître, ils sont dans le bureau. À la seule différence, l'OPJ ne peut détenir que pendant 48 heures. Oui, c'est comme ça que je dis. Je vais arriver là. Il y a cette non, j'arrive là. Cela veut dire quoi? Généralement, les dossiers qui arrivent au parquet, avec des détenus, avec des personnes en détention, beaucoup plus de dossiers viennent des OPJ, ou soit de la police. Après 48 heures, il est obligé de déférer la personne au parquet. Maintenant, vous imaginez combien de gens sont arrêtés tous les jours par les OPJ. Vous voulez que le magistrat fasse quoi? Le magistrat va constater. Et lorsque la personne vient et que le magistrat estime, parce que l'article 27 pose des conditions, et ces conditions sont cumulatives. Monsieur Konga, des arrestations qui ne répondent pas aux normes, même avec les OPJ. Admettons quelqu'un qui a connu un accident de circulation. Après accident de circulation, on fait le constat. Il emmène la personne qui a été cognée à l'hôpital. Mais vous prenez quand même la personne qui a emmené la personne à l'hôpital, vous l'incarcérez. Nous avons... Sur base de quoi? En tout cas, sur ce plateau, personne ne dira que, comme l'avait dit le président de la République, notre justice est malade. Là, nous le savons tous. Mais la question principale ici, c'est que d'essayer de réfléchir par rapport à la situation de Makala, qui n'est pas la première. Et maintenant, vous imaginez que la personne qui avait détourné 5 millions, comment il peut se sentir? Puisqu'il y a eu plus de 100 morts de compatriotes décédés comme ça, avec toutes ces conditions-là. Alors que la Constitution, en son article 16, pose le principe de la sacralité de la personne humaine. Et lorsque la Constitution parle de la sacralité de la personne humaine, la Constitution protège la personne humaine dans sa singularité et dans sa particularité. Dans sa singularité, c'est la personne. Mais dans sa particularité, la première des valeurs protégées, c'est la vie. Si vous allez plus loin dans l'article 61 de la Constitution, où on vous dit en aucun cas on peut déroger aux règles et principes ci-après. Premièrement, le droit à la vie, où il n'y a pas d'exception. Mais nous avons vu les gens mourir à la prison. Comment est-ce qu'ils sont morts? C'est la police qui a tiré. Ces policiers-là, ceux-là qui ont fait tout ça, doivent être interpellés et répondre devant la justice. Monsieur Jimmy, justement, puisqu'on parle des sanctions, et revient, on a parlé de la police. Et justement, lorsqu'on voit des sanctions qui sont en train d'arriver, nullement on fait référence à ceux qui ont... voilà, donc, finalement, est-ce que ces sanctions sont juste pour la façade, pour je dirais, tempérer un tout petit peu la population, ou il devrait réellement être mené des enquêtes, des vraies enquêtes pour expliquer à la population ce qui s'est réellement passé. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'interruption de l'électricité pendant 4 jours, ça suppose qu'il y a eu des choses qui ont été faites. On parle des viols en même temps. On ne sait pas comprendre, décrire ce qui s'est réellement passé. Est-ce que les Congolais n'ont pas droit à savoir ce qui s'est passé? Non, par rapport à la nécessité du droit à l'information, c'est que c'est très clair, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que le gouvernement est tenu de nous informer sur ce qui s'est passé et il faut quand même que cela se fasse dans une grande transparence. C'est vraiment un besoin. La vérité doit être connue. Seulement, je me joins aussi à tous ceux-là qui condamnent, personnellement, je condamne fermement le massacre en réalité qui s'est opéré au cœur même de la prison. On explique ça comme on veut, mais le nombre de morts laisse penser
il n'y a pas eu du professionnalisme et du tout. Et il est important que cela soit clarifié de la façon la plus claire possible, afin que l'on ne revienne pas, l'on n'entende plus jamais parler de cette situation. Mais de là, il faut revenir sur la question des responsabilités, comme vous avez soulevé la question. Lorsqu'on pose très mal les problèmes, on aboutit à des mauvaises solutions. D'ailleurs, même lorsque la question est mal posée, ça ne nous permet même pas de débattre très bien. Parce qu'en fait, est-ce que, j'ai suivi, nous semblons même mélanger les choses. Il y a un débat, j'ai comme l'impression que nous sommes dans deux débats sans les savoir. Le débat sur la réforme nécessaire pour la politique carcérale. C'est-à-dire, cette question de surpopulation, comment on doit l'aborder, cette question des réformes au niveau de la justice, comment elle doit être abordée, cette question de la sécurité. Mais quelles que soient les bonnes prisons, on a vu des cas, des massacres ou des criminalités à l'intérieur, nous sommes d'accord. Et donc, la question sur qui a fait quoi dans cette opération qui a abouti à un carnage réel doit être séparée de la question de la nécessité de réformer la politique carcérale. Parce qu'en réalité, il n'y a rien et rien du tout qui justifie ce qui s'est passé. Il n'y a rien du tout qui justifie ce qui s'est passé. Quelle que soit la situation, les conditions qui sont là, ce n'est pas ça la raison. Il est vrai que ça peut être, d'une certaine manière, la raison des surchauffe, le fait qu'il n'y ait pas eu du courant, de l'électricité pendant 2 jours, 4 jours. Ça peut être 4 jours, ça peut être la raison des contestations des prisonniers à un moment donné, mais en fait, il faut toujours séparer ça de la responsabilité de ceux qui ont tiré sur des prisonniers qui tentaient de s'évader. Parce qu'en fait, il y a toute une... la police doit être formée aussi pour ça. Donc, question de responsabilité, ça doit être séparé. Et je peux quand même me réjouir du fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une commission d'enquête qui a été mise en place et il faut espérer qu'elle soit la plus transparente possible. Parce que sans la vérité sur cette question, il y aura un goût d'inachevé, un goût amer au cœur même de la société. Il faut savoir que les prisonniers, notre communauté ne les considère pas comme des gens perdus, ne les considère pas comme les gens qui sont en affaires. Ils ont toujours une attache particulière avec leurs familles au cœur de notre société. Et donc, lorsque les gens apprennent qu'ils meurent, ne pensez pas que les gens vont oublier ça. C'est un incident très grave qui doit être clarifié et c'est important que le ministère de la Justice ainsi que les gouvernements qui ont mis en place une commission puissent aller jusqu'au bout de cette logique-là. Mais revenons-en aux responsabilités. Mais les responsabilités sont largement partagées. D'abord, les responsabilités entre les régimes successifs. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Il ne faudrait pas qu'on fasse la politique de l'Autriche. C'est-à-dire, comme vous n'êtes plus là au pouvoir, vous avez la facilité d'encenser ceux qui sont là. Encore qu'on peut se poser la question, pourquoi on en arrive là? C'est parce qu'il y a des décisions qui auraient dû être prises depuis longtemps, qui n'ont pas été prises et qui font qu'aujourd'hui les choses soient aussi graves que ça au niveau de la politique carcérale. Il y a aussi d'autres responsabilités maintenant au niveau gouvernemental. La responsabilité du ministre de la Justice, il ne faudrait pas que les gens fuient les débats sur lui. Peu importe les volontarismes dont il fait preuve, il y a quand même la question de savoir qu'est-ce qu'il sait de cette situation. Quel a été son rôle pendant ce temps et comment il a pu gérer cette question-là. Parce qu'ils sont en train de se jeter un peu la faute mutuellement. Oui. Mais c'est fuir la réalité. C'est comme cet oiseau-là qui, par peur de la tempête, va se réfugier dans une caverne où il y a des serpents en fait. Et puis au final, il se rend compte que la tempête aurait été moins grave que la caserne. La réalité revient sur la face de tout le monde. Il y a des sérieux problèmes. Au lieu de se jeter des pierres, il faut se poser la question.
il n'appartient pas, quelqu'un l'a dit, aux magistrats de construire des prisons. Non. Vous n'allez pas dire à un magistrat, désormais, quelqu'un qui viole, vous le gardez là dans votre cachot, là où vous ne pouvez garder que 10 personnes. Alors s'il y a 100 violeurs, il va les garder là-bas. Il y a une décision déjà qui est tombée du ministre d'État sur cette question. Oui, c'est une décision. On ne peut plus envoyer momentanément le genre. Oui, c'est une décision purement politicienne, en réalité. Parce que la question déjà qui se pose, et les gens qui ont été arrêtés hier au cachot de la Gombe, les violeurs qui sont là, et même lui-même parle de la thématique de la corruption, les corrompus qui sont là. On a fait quoi? On les entasse dans ces cachots, ou alors on les envoie là où effectivement lui n'a pas encore trouvé de solution, c'est-à-dire à la prison centrale de Makala. Moi je suis d'avis que la prison, au regard de la démographie, parce que tout part de l'évolution démographique. On ne peut pas fuir les mathématiques, en fait. C'est-à-dire, plus la population augmente, plus il y a un taux de gens qui commettront toujours des infractions, qui doivent aller en prison. Mais au-delà de ça, il ne faudrait pas fuir. Puisqu'on doit aller dans les prévisions, oui. Le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de l'urbanisme et habitat, ne sont-ils pas concernés par cela? Parce que les prévisions dont on parle ici, sur le plan démographique, il n'y a pas que la prison. Il y a eu également ce problème de surpopulation au centre-ville, par exemple. Ce sont des problèmes réels aujourd'hui. Il y a des cités qui se créent et le gouvernement ne fait que constater et subir cela sans prévoir, alors qu'il y a des ministères, un ministère tout entier qui doit s'occuper, par exemple, de la question d'aménager les territoires. Il y a tout un ministère qui est là chargé pour l'urbanisme et habitat, et qui peuvent déjà avoir des prévisions que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on devrait avoir des cités pareilles avec les prisons dans ce sens et dans l'autre. C'est exact. Je suis d'avis qu'il faut une nouvelle prison. Makala doit devenir une maison d'arrêt. Au regard de l'évolution croissante de la population, si c'était fait pour 1500 personnes, mais bon, bien sûr, c'est à débattre parce qu'il y a quand même mis de nouveaux pavillons qui ont fait progresser naturellement les chiffres. Mais aujourd'hui, là, il faut envisager l'hypothèse, dans le cadre des réformes, selon laquelle Makala deviendrait une maison d'arrêt pour tous les parquets de la ville de Kinshasa, et on construit une nouvelle prison en dehors de Makala, qui va désormais commencer à recevoir les différentes personnes qui sont définitivement condamnées. Ça, ce serait une réforme qui tient compte du besoin actuel. Parce que si nous continuons, vous voyez comment le ministre est en train de patauger en fait. Vous continuez à penser que c'est possible avec Makala d'y avoir 1500 personnes. C'est illusoire, tant qu'on n'a pas une maison d'arrêt. Donc, il faut des solutions compatibles avec la réalité. La réalité est d'abord démographique. Quels que soient les efforts que vous fournirez, il y aura toujours un mur. Plus les gens augmentent, plus il y aura des personnes à détenir. Et donc, s'il n'y a pas de solution, vous allez faire du surplace. On continue toujours avec la série, la question des sanctions et justement le repositionnement dont venait d'évoquer M. Jimmy. Actuellement, est-ce que dans le positionnement de la prison centrale de Makala, la prison centrale de Makala se retrouve avec plusieurs communes aux alentours. En face de la prison centrale de Makala, il y a des habitations normales. Délocalisées d'ailleurs. Est-ce qu'il n'est pas envisageable même de penser à la délocalisation de la prison centrale au regard de la configuration actuelle? Je suis d'accord, madame. Je veux ici mettre une séparation, une distinction, comme a fait mon compatriote. La question de prison, c'est une autre question. La question de massacre de nos concitoyens en est une autre. Il faut ici séparer dans nos esprits. Et je suis plus tenté dans cette émission de parler beaucoup plus de massacres, de carnages que nous avions vu la semaine passée. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous avons toujours cette prison Makala. Bien que nous déplorons tout ce que nous déplorons ici, et moi aussi je déplore, mais nous avons toujours eu cette prison Makala. Mais on n'a jamais connu autant de morts. C'est ça, il faut une différence, il faut une distinction entre
la prison et les massacres, le carnage. Premièrement, madame, je sais que vous êtes au courant qu'il y a eu aussi un carnage, il y a eu un massacre dans les Hauts-Katanga, à Kiliwa. Vous êtes au courant de ça, sous le régime de M. Tshisekedi. Je pense que vous êtes aussi au courant qu'on a massacré un groupe religieux à Goma, nommé Ouazalendo. Je pense que vous êtes aussi au courant. Je pense que vous êtes aussi au courant de ce qui s'est passé à Makala. Là, il n'y a pas un problème. Retenez que le régime de M. Félix Tshisekedi, c'est un régime sanguinaire. Il y a le sang dans ce régime. On a tué et on continue à tuer. Et les responsables politiques, c'est M. Tshisekedi et son régime. Madame, lorsque le président de la République a appris qu'il y a eu, selon la source officielle, 129 morts, la source non officielle, plus de 1000 morts. Lorsqu'il a appris ça, comment est-ce qu'il s'est senti? Il est à l'extérieur. Ce qu'il fallait faire, c'est de suspendre son voyage. Le président Félix Tshisekedi, il fallait qu'il puisse suspendre son voyage, écourter son voyage et revenir à la République afin de partager la peine. Madame, laissez-moi continuer, madame. C'est plus de 100... le chef du gouvernement madame, qui était là, qui était venu. Laissez-moi, je parle ici de symbole de l'unité nationale. Les commandants suprêmes. Imaginez que ce qui s'est passé au Congo, s'était passé en France. Pensez-vous que Macron aura le même comportement? Ou ce qui s'est passé en Ukraine? Pensez que le président là aura le même comportement? Donc notre président de la République, d'abord, quand il a appris qu'il y a eu autant de morts, il fallait écourter son voyage et revenir à la République parce qu'il y a urgence. Premier élément. Deuxième élément, il faut qu'il y ait des responsabilités, des responsables, des sanctions. Il faut que le président de la République puisse demander la démission du vice-ministre chargé du contentieux international. Il faut que ce monsieur démissionne. Si le vice-ministre de la justice chargé du contentieux international ne démissionne pas, ça veut dire qu'il est couvert par M. Félix Tshisekedi. Il est couvert par ce régime. S'il ne démissionne pas, il faut qu'il y ait des démissions, madame. Des démissions. Comme vous n'avez pas l'idée, si c'était en France, allez-y comprendre. Si c'était aux États-Unis, allez-y comprendre. Si c'était à Londres, allez-y comprendre. Parce que c'est le Congo, un non-monde, un pays qui vit en autarcie, un pays qui évolue en dehors de la scène internationale. On semble banaliser ce qui s'est passé. Alors qu'on parle de plus de centaines de personnes selon la source officielle et 1000 personnes selon nos sources. Donc c'est très grave. Je pense aussi, madame, que la question de... créer de nouvelles prisons, c'est aussi une question normale, mais il faut aborder. Mais la plus grande ici, c'est le massacre, le carnage. Madame, est-ce que ces policiers, la force de l'ordre, les gens de l'ordre, est-ce qu'ils étaient obligés de tirer sur les évadés? Est-ce qu'ils étaient obligés de le faire? C'est une question. D'abord, madame, d'abord, un évadé ne peut être neutralisé que s'il constitue une menace. S'il a une arme, et qu'il constitue une menace pour les gens de l'ordre ou soit pour les gens qui sont autour de lui. C'est à ce moment-là qu'on peut l'anéantir. Les prisonniers étaient inoffensifs. Ils n'avaient pas de munitions, ils n'avaient pas des armes. Mais est-ce que le policier était obligé de tirer sur le compatriote congolais? C'est extrêmement grave. Et le responsable, j'insiste, c'est M. Félix Tshisekedi et son régime. Là, il n'y a pas de débat. J'avance encore. Maintenant, des solutions. Ça a été dit ici, il faut... de créer de nouvelles prisons, et ainsi de suite. Il faut tenir compte d'un élément important. Je pense aussi qu'il faut... Vous savez, madame, nous négligeons pour le moment ce qu'on appelle le recensement. Le recensement nous permet en effet de procéder à tout ce que nous avons comme la gestion de l'État. Vous êtes au nombre de combien pour faire quelle planification? Nous sommes restés avec une prison de 15 000 personnes alors que la démographie est galopante. Donc le recensement, je crois aussi M. Félix Tshisekedi nous a promis cela, je crois qu'il va certainement le faire avant de quitter son régime, son fauteuil. Ici, le plus grand problème, madame, il faut qu'il y ait des sanctions. Je serai à l'aise. Les âmes de mes compatriotes seront à l'aise si seulement quelqu'un est sanctionné. Ces gens-là réclament la sanction. Le prisonnier réclame la sanction. Est-ce que vous savez, madame, quelqu'un peut faire la prison et sortir, devenir président de la République? Je vous cite ici Lula. Lula fait la prison. Aujourd'hui, il est président du Brésil. Le fait que nos compatriotes étaient en prison, ce n'est pas de l'enfer. On ne doit pas supprimer leur vie. Donc, le responsable numéro 1, c'est le régime de M. Félix Tshisekedi. On a tué plus de 1000 Congolais. Et là, ce n'est pas l'armée rwandaise, ce n'est pas l'armée ougandaise, c'est l'armée de M. Félix Tshisekedi. Nous achetons de munitions, de tenir une lance à ce militaire pour nous tuer dessus. Voilà, donc, M. Félix Tshisekedi est responsable. Ça, c'est la voie du PPRD. Il faut que la communauté internationale puisse sanctionner pour comprendre ce qui s'est passé. En un mot, on va conclure en un mot.
on va faire ce tour de table pour conclure justement. On commence par M. Chokoro. Peut-être pas un aimant, mais oui, on nous a déjà donné le générique pour dire qu'on est à la fin. Peut-être 30 secondes de plus, mais réfléchissons-en un peu. Vous êtes garde pénitentiaire. Ici, sur ce plateau, j'apprends que quelqu'un, je suis tout à fait dérangé par la mort de plus de 129 personnes. Mais donc, vous voulez créer une jurisprudence prochainement que quand quelqu'un va s'évader, après des tirs de sommation, qu'on le laisse quand même partir prendre le large. Mais quelle société nous voulons construire, mon Dieu? Donc, il faut tuer tout de suite. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a dit. deux règles. Quand il y a des tirs de sommation. Quand est-ce qu'on tue un évadé? J'apprends qu'on a brûlé. Quand est-ce qu'on tue? On a brûlé la pharmacie, la greffe. Sont quand même sérieux. Sont responsables, s'il vous plaît. Ne faisons pas de chronique musicale sur ce plateau. On parle de la vie humaine. On est en train de prendre, M. Chokoro. On parle de la vie humaine ici. On n'est pas en train de faire une blague. Monsieur Aristote. Qu'on me dise sur ce plateau qu'une garde pénitentiaire puisse assister sans rien faire quelqu'un qui veut s'évader. Ça veut dire que nos prisons demain ou après-demain neutraliser un évadé. S'il constitue une menace. C'était une menace à ce moment-là. Monsieur Konga, monsieur Aristote, on prend donc monsieur Konga. vous appuyez le mot. Monsieur Aristote Ngarime, s'il vous plaît. Mais aussi, ne venez pas monsieur Chokoro, on accorde également. En tout cas, pour conclure, nous disons ceci. Dans le cadre de la Ligue des serviteurs, nous disons ceci. Premièrement, il faut différencier la prison aux maisons d'arrêt. Il faut créer des prisons, mais aussi des maisons d'arrêt. Deuxièmement, il faut veiller sur les conditions de vie de ces gens-là qui sont emprisonnés. Je prends l'exemple de l'honorable Tingpoulou qui est allé en prison remettre 150 000 pains. C'est la promotion. C'est pas de l'État. Non, c'est par rapport aux conditions de l'État. Vous savez, là où il y a Aristote, non, c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine national. Alors, j'estime que nous autres aussi on a droit à la parole. Non, mais pour la nation. Parlons des morts, monsieur. C'est un patrimoine pour la nation. Arrête ça. Je pense qu'il est important de dissocier la question de la nécessité de réformer la politique carcérale de la situation qui s'est passée là-bas. Les responsabilités doivent être dégagées. Mais je conclue en disant ceci, et ça c'est à l'attention de mon ami du PPRD, que évitons la comparaison. Aujourd'hui, quand je vais en France, je ne retrouve pas cette France-là avec un président de la République qui refuse de reconnaître les résultats des élections et qui ne sait même pas dénommer les candidats qui est arrivé à tête. Pas de mort. Le dernier mot est simple. Faisons les choses à notre manière, mais avec courage. Je place mon dernier mot. Le responsable numéro 1 de ce qui s'est passé à Makala s'appelle M. Tshisekedi et son régime, de 1. Et de 2, il faut qu'il y ait des démissions. De 3, j'ai posé une question ici. Quand est-ce qu'on peut neutraliser, on peut tuer un évadé? Mais c'est Choukourou incapable de me répondre. Quand est-ce qu'on peut tuer? Est-ce que le policier était obligé de tuer? Donc le sang coule, on a tué les Congolais. Ce sont des frères qu'on a tués. Non, merci à M. Jimmy. Non, merci à M. Voilà. On ne peut pas tuer un évadé. Et M. Chokoro. S'il vous plaît, laissez-moi conclure. M. Aristote, laissez-moi conclure. C'est mon plateau quand même. Nous vous disons un grand merci à vous de nous avoir suivis, aimables téléspectateurs. La question demeure, oui, des sanctions et des explications au peuple congolais pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'était Ça fait débat. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.